Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 1er mai 2023 et, j'ai décidé de vous accueillir cette fois-ci dans ma petite prairie, donc en introduction à une vidéo qui va en fait être peut-être un petit peu plus longue que celle d'habitude et qui va en fait tout simplement parler de ce qui pousse actuellement donc au potager en ce 1er mai 2023. Donc vous voyez, le temps est couvert, un coup il y a du soleil, un coup il y a de l'ombre, un coup il faut se couvrir, un coup il faut se découvrir, on ne sait pas trop. Et bon voilà, je suis dans ma petite prairie, j'ai fait attention à ne pas m'installer sur une fourmilière parce que j'ai quand même pas mal de fourmis. Puis j'ai des petites fleurs qui poussent cette année, franchement je les avais encore jamais vues avant, donc franchement c'est bizarre, parce que c'est pas isolé, il y en a autour de moi en fait, et à d'autres endroits de l'autre côté aussi. Et je vais vous montrer ce que c'est, et puis si jamais vous connaissez, vous pourrez me dire. Hein, voilà, donc j'aime bien ce côté prairie, c'est sympathique, il y a des petits insectes, ça bourdonne. Pas beaucoup d'abeilles par contre, depuis que les pissenlits ne sont plus fleuris, eh bien les abeilles ont déserté, elles sont parties ailleurs. Mais il y a d'autres pollinisateurs de toute façon. Donc voilà, j'ai cette vidéo, ça va être la présentation du potager avec les aménagements qui ont été effectués depuis le début d'année, que vous avez dû déjà apercevoir à droite à gauche dans les vidéos. Allez, je vais me rapprocher avec l'appareil et je vais vous faire un petit zoom sur cette petite plante qui est parmi en fait les pâquerettes. Vous me direz si vous connaissez. Et voici les petites fleurs dont je vous parle. Et voilà, sous un autre angle. Et voilà, on est devant la planche de culture, ici, qui concerne une planche qui a été mise en œuvre, c'est la dernière partie qui a été mise en œuvre. Donc ce que j'ai là ici, de l'autre côté, donc j'ai des planches qui font des bandes. J'en ai 4 en fait, d'une longueur d'à peu près de 10 mètres, de différentes largeurs. Après, j'en ai 2 sur les côtés et une autre petite ici que j'ai créée aussi. Et ce que j'ai voulu ici après, c'est avoir quelque chose qui soit moins linéaire. Donc j'ai fait comme une demi-cercle en ballon de rugby. Et là-dessus, en fait, j'ai mis une toile tissée pour économiser l'eau. Et puis aussi parce que je suis sur un endroit où il y a beaucoup de chardons qui poussent et difficilement contrôlable en fait à prélever. Ça m'aurait demandé des années. Alors vous voyez la bâche en fait elle remonte parce que finalement les chardons c'est très coriace et comme c'est de la bâche tissée, il y a quand même de la lumière qui passe et ils ont finalement besoin de peu de lumière pour faire leur photosynthèse. Et ils arrivent à vivre quand même un peu en dessous. Donc là j'ai de la prêle qui sort. Donc ça c'est la prêle, je la laisse pousser. Ça sort partout un peu sur le terrain, surtout sur la partie de prairie, un peu aussi sur mon allée carrossable où on rentre avec les voitures. Mais je la laisse pousser, puis après je vais l'accueillir et je vais me faire mon purin de prêle que je pourrais utiliser donc au pulvérisateur ou soit donc directement en arrosage. Donc là finalement j'ai une première bande là comme ceci en fait. Et sur cette première bande, il y a ici une première culture de butternut. Donc, et là, il y aura une deuxième culture de butternut. Donc, c'est des semis qui sont décalés de sorte à ce que toute la culture n'arrive pas en même temps. Ensuite, après la deuxième bande que l'on a, c'est du potimarron. Et puis, de l'autre côté, après, il y a les trous qui sont déjà faits. C'est pareil, ça va être en fait une deuxième culture de potimarron. Après, sur l'autre partie, la troisième, on aura sur la troisième partie tout ce qui va être chou, donc brocoli, chou vert, chou de Milan, peu de chou rouge, voilà, tout ce qui est chou. Et après, plus tard, sur la petite bande qui reste, la partie qui fait vraiment le cercle, il y aura de l'artichaut. Donc il faut que je vois un peu la culture de l'artichaut. Mais qu'est-ce qui m'a amené à me dire que je pouvais mettre de l'artichaut? C'est comme j'ai beaucoup de chardon. Et si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez, les spécialistes. C'est de la même famille. Et donc si le chardon il pousse bien, j'ai de fortes chances que l'artichaut puisse aussi pousser correctement. Alors ici j'ai les palissades.
les palissades. J'avais déjà montré ça dans une vidéo quand j'avais préparé la planche. Finalement, j'avais utilisé des palissades, des anciennes palissades qui me restaient, et j'avais enfoncé simplement des poteaux bois. Et avec le vent que l'on a eu ces derniers temps, avec des rafales 90 km/h, pourtant c'est ajouré, hein, et ça me les a inclinés. Alors ça ne me les a pas couchés, mais ça me les a inclinés. Pourquoi? Parce que finalement avec les poteaux bois, j'arrive pas à rentrer profondément. Il aurait fallu que je sorte ma tarière, que j'y fasse un trou, que je viens y mettre les poteaux bois et y mettre un mortier de béton, enfin faire un béton ou un mortier de ciment, sable. Et puis finalement, j'ai pas voulu laisser des empreintes ciment dans le sol. Je vais un peu mettre un filtre micro parce que il y a quand même pas mal de vent. Et donc finalement j'ai acheté des pieds de poteau galvanisés et puis aussi donc des poteaux. Bon, alors ici voilà, vous voyez en fait les potimarrons et les butternuts, le feuillage il fait un petit peu la tranche parce qu'il fait chaud en fait et puis ils se prennent la chaleur donc qui revient aussi de la bâche et comme le fait que les plantes poussent en dessous, ça me la surélève et ça les met un peu trop en contact avec les plantes. Le feuillage, ceci dit, de toute façon, ils vont finir par ramper, hein, donc ils vont devoir s'habituer. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai déjà cultivé sur bâche du potimarron, sauf c'était pas de la bâche tissée, c'était de la bâche noire agricole. Ça avait très bien fonctionné et donc j'avais pas le feuillage de cramer. Ça, c'est symptomatique hein, sur les cucurbitacées. Le feuillage qui s'affaisse comme ça, c'est qu'il a chaud tout simplement. Ce soir, on revient, même sans arrosage, il se sera redressé, c'est nickel. Et si jamais on vient le soir et qu'on se rend compte qu'il ne s'est pas redressé, là, ça sera un symptôme qui manque vraiment de flotte. Voilà. Donc, il y a une vidéo qui va arriver sur la plantation des butternuts et des potimarrons. Ça doit arriver la semaine prochaine, je pense. Non, cette semaine, parce qu'on est déjà lundi. Donc voilà, ici, on est sur la planche qui va recevoir les carottes. Il y aura 3 rangs de carottes ici. Et là, il y aura les poireaux. Donc les poireaux, je pourrais peut-être en faire 4 rangs si je les resserre suffisamment. Mais le problème, c'est quand ils sont trop serrés, ça devient compliqué pour les buter. Alors j'étudie éventuellement la piste, 2 options. Soit je fais 3 rangs et ça fait des rangs larges et je peux venir en fait buter mes poireaux. Ou soit je fais des rangs plus serrés et dans ce cas-là, je vais avoir du mal à venir les buter. Donc j'aurai pas un fût bien blanc. Je pense peut-être éventuellement venir y mettre de la paille. C'est une possibilité, de sorte à m'occulter la lumière et d'avoir un fût un peu plus blanc. Je me tâte. L'année dernière, ceci dit, j'ai fait 3 rangs sur 10 mètres de long à peu près, et ça m'a fait 250 poireaux, et franchement, on a passé l'hiver avec, on était bien, quoi. On a terminé par mettre les poireaux au congélateur, après sur le dernier rang. Donc après je peux toujours randonner bien entendu, hein. Le but aussi c'est j'ai une réflexion sur tout le rab que je pourrais avoir parce que on a 220 mètres carrés de culture au potager, on est 2, plus de temps en temps la famille qui passe, voilà, et on va forcément avoir du rab même si on veut faire quand même pas mal de transformations cette année. Mais j'ai une petite piste de réflexion pour faire des dons, mais je vous en parle pas encore maintenant parce que c'est pas un truc qui est finalisé. Je reviendrai là-dessus peut-être plus tard. Et puis là, voilà, je vais avoir mes rangs de carottes. Donc là, il y a la bâche. Tout ça, ça a été amendé déjà. Donc il y a eu à l'automne du broyat, pas du broyat, mais du BRF. Si peut-être un peu de broyat, si on peut considérer avec des branches de haies que j'ai passé au broyeur, qui avaient très certainement plus de 2 ans, donc on va peut-être pas forcément considérer ça comme du BRF. Bon, ceci dit, ça a fait le job, hein. Ça s'est décomposé nickel. J'avais aussi mis de la paille pour apporter du carbone et puis aussi surtout pour assouplir un peu mon sol parce que terre argileuse, terre lourde. Voilà. Et là maintenant il y a la bâche parce qu'il y avait aussi pas mal de vers de terre qui se faisaient bouffer par les merles.
Et ma philosophie c'est du sol vivant, donc j'essaye de conserver aussi les vers de terre. Donc j'ai mis la bâche qui me permet d'éviter que mes vers de terre se fassent bouffer, qui me permet d'éviter la pousse des herbes indésirables, parce que là-dessus, j'ai pas de chardon, rien du tout. Là, c'est une partie qui a été travaillée, donc ils ont été extraits déjà il y a un moment. Puis c'est pas une partie où ils poussaient en plus, hein, ou alors vraiment très très peu. Et puis aussi la bâche là, elle me réchauffe le sol, puissance 10. Hein. Et là pour les carottes, ça va être bon. La seule interrogation qui me reste, c'est terre argileuse, si terre humide, terre grasse. Donc pour semer les carottes dans une terre grasse, là c'est moyen. Donc à voir, si je vois que c'est pas terrible, peut-être je renoncerai en fait à faire de la carotte. Ce qu'il faut que je fasse en fait là, c'est qu'il faut que je débâche une partie en fait, de sorte à ce que le soleil et la chaleur fassent évaporer en fait l'humidité qui est contenue dans le sol, de sorte à ce que le sol puisse être travaillé et que je n'ai pas une terre grasse. Bien entendu, pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une bonne fenêtre météo et il faut surtout pas que je laisse mon sol s'assécher en faisant une croûte. Il va falloir que je vienne toujours travailler pour égrener, passer la griffe, donc peut-être à 4 dents, à 3 dents, pour la rentrer au fur et à mesure dans le sol et égrener le sol pour que finalement ma graine de carotte puisse vraiment développer sa racine, descendre profondément et puisse avoir une racine bien droite. Hein. Après, si ça fait des carottes tordues, c'est pas grave non plus. Hein. Si elles sont bonnes en goût, ça va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Donc les carottes, là, normalement, ça va être bientôt, hein, ça va arriver. C'est prévu normalement pour le premier, pour aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc ça, il faut vraiment que je débâche pour voir comment c'est en dessous. Donc on va avancer, je vais vous montrer les autres parties. Et bien là, on est devant la palissade. Donc là maintenant, ça fait vraiment des palissades bien gaillardes. Et j'ai donc mis en terre 2 pieds de concombres. Les concombres, les allongés. Et donc là, c'est une planche qui a été préparée. Il me semble de mémoire, oui, j'ai passé la motobineuse à l'automne dernier. Et il y a eu plusieurs passages de grelinette, plusieurs passages de griffes à dedans pour égrener le sol, de sorte à ce que celui-ci il ne soit pas trop gras, trop compact. Donc ça, c'est des semis que j'ai réalisés. Et là, ils sont en terre depuis 3 jours. Donc j'ai mis un tuteur pour les incliner, de sorte qu'ils viennent de se palisser. Et après ça va se mettre petit à petit, tout seul quasiment. Hein. Et là, donc il y a la place pour monter là dessus. Hein. Donc je vais vous faire un zoom sur les pieds. Et voilà un petit zoom. Donc il y en a un, c'est celui du fond. Et là, si on recule un peu, il y a l'autre qui arrive, qui est ici. Donc là, c'est des semis en fait décalés que je vais réaliser, de sorte à ce que tout n'arrive pas en même temps. Et là, on voit les 3 claustras. Et donc finalement, il va y avoir 3 fois, eh bien, 2 plants de concombres avec des semis décalés. Là, il faut que je fasse de nouveau les semis. Je suis un tout petit peu en retard sur mon calendrier de quelques jours, hein, mais il faut que je le fasse de sorte que ça puisse m'étaler en fait les cultures. Et devant, ici, il va y avoir eh bien, des plantations plus tard de fenouil. Donc les fenouils, je les décale parce que l'année dernière, il a fait trop chaud pour les fenouils, ils n'ont pas grossi malgré les arrosages, c'était pas terrible. Sur cette partie-là, je voulais faire du lin, mais finalement j'ai eu des difficultés à faire germer les graines de lin, et donc comme il me reste de la pomme de terre, je vais mettre en fait des pommes de terre, donc des tubercules de pommes de terre ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que derrière vous allez voir, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, vous avez compris le séquençage. Hein. Donc partout où il y a de la palissade, donc c'est 2 pieds de concombre. Et entre eux, il y a deux petites parties, comme ça, 2 petites planches. Et bien là, ce sera de la pomme de terre.
Et maintenant, je vais vous montrer en fait la culture de la pomme de terre. Et je vais vous dire pourquoi je fais de la pomme de terre ici. Ah, donc là, voici mon tunnel donc à pomme de terre, bien surélevé. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc je suis dans le Périgord blanc, dans la vallée de l'Isle, une rivière. Et cette rivière m'apporte beaucoup d'humidité, surtout l'été. Donc l'humidité via une forte rosée. Et cette rosée, avec l'arrivée de la chaleur, eh bien, m'apporte le mildiou. Donc la rosée tombe sur le feuillage, donc des pommes de terre, et finalement, avec la chaleur qui arrive, le mildiou se pointe, et je suis obligé après de traiter les pommes de terre. Donc ça, c'est pas forcément topissime. Donc du coup, je me suis dit deux choses. Je vais protéger donc mes cultures de pommes de terre de la rosée, ce qui fait que elles devraient en théorie moins être attaquées par le mildiou. Deuxièmement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une variété de pommes de terre qui résiste, semble-t-il, très bien au mildiou, qui s'appelle donc la Iona. Et c'est une pomme de terre à peau rouge et à chair jaune, qui est très polyvalente en fait, hein, aussi bien pour les purées, les frites, patates sautées, ce genre de choses. Et de fait qu'elle est très résistante au mildiou, elle a même un label, sorte de label environnemental, qui fait que ça ne nécessite pas des traitements bouillie bordelaise, ce genre de choses au cuivre, donc pas de pollution de sol, et donc du coup elle est labellisée écolo. Alors, les tubercules ont été mis en terre, plantés en terre à peu près, allez, je dirais bien la longueur en fait de ma main. Il doit faire aller 15 cm, hein, je pense. Hein. Et ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est que là, les plants sont sortis. Donc je vais y faire passer deux tuyaux, donc style tuyau perlant microporeux. Et je vais venir recouvrir le tout de paille. J'ai deux bottes de paille qui sont prêtes déjà pour les pommes de terre. Donc l'avantage, c'est que je n'aurai pas l'humidité qui arrive donc de la rosée. Je n'aurai pas l'humidité qui arrive donc de l'eau du ciel si jamais on a donc une saison très pluvieuse. Je vais pouvoir arroser de façon raisonnée parce que en fait la paille va me éviter sur une forte épaisseur va m'éviter l'évaporation. Donc ça c'est la théorie, je vais voir ce que ça donne. En plus comme j'ai pas planté les pommes de terre profondément, je vais moins galérer à aller les chercher parce que aller chercher les pommes de terre dans une terre argileuse, c'est aussi un peu compliqué quand c'est vraiment trop asséché avec éventuellement la grosse canicule ou soit si jamais il a trop flotté. Donc là, j'espère avoir trouvé un bon compromis. J'ai donc gardé des tubercules. Pourquoi ? Parce que ces tubercules, je vais les mettre en terre, là, comme je vous ai dit, mais sans aucun abri. Et avec un arrosage classique, en fait. Et là, je vais voir vraiment si la pomme de terre Iona, sans casquette, sans tunnel, enfin une casquette plutôt un tunnel, et sans la rosée, non, pardon, pas avec, sans la rosée, mais avec la rosée, si vraiment, et même la pluie, si vraiment c'est une pomme de terre qui résiste mieux au mildiou. Parce que les années précédentes, j'ai essayé la Charlotte. Là, la Charlotte, c'est une catastrophe pour moi. Donc, elle chope le mildiou vraiment en vitesse grand V. Et puis, j'ai essayé aussi la Cheyenne, qui est une pomme de terre qui vient du Limousin, qui est vraiment super sympa, qui était réputée moins résistante en fait au mildiou, mais qui a mieux résisté au mildiou l'année dernière. Ceci dit, il a tellement fait chaud que j'avais des tubercules qui étaient vraiment rikiki, tout petits, que ce soit la Charlotte ou en fait la Cheyenne. Donc voilà comment ça va se passer pour cette culture. Et vous voyez là, je vous montre en fait les pommes de terre qui sont sorties. Donc là, on les voit bien et qui sont protégées par le tunnel surélevé. Alors, vous voyez le tunnel, hein,
la bâche ne descend pas complètement, de sorte à ce que tout cela soit fortement ventilé pour éviter en fait l'apparition du mildiou. On optimise sur tous les points. Ici, on voit la planche qui reçoit la culture des tomates Roma. Donc vous voyez là, c'est ouvert parce que le soleil il cogne quand même pas mal quand il est présent. Donc il faut ventiler, sinon donc là-dedans ça fait beaucoup trop chaud. Donc alors je vais vous montrer un peu comment sont les tomates actuellement. On va rentrer par immersion à l'intérieur. Voilà, donc elles sont vraiment pas mal. Le pied est relativement fort. On va se mettre ici. Il y a un pied que l'on voit de plus près. Donc il se porte vraiment très très bien. Donc la planche fait dans les 10 mètres. Et il y a 10 pieds. Donc normalement les pieds là, avec le poids, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont retomber naturellement, lentement, sans se briser. Et après, petit à petit, ils vont se multiplier, les gourmands vont se multiplier et on va cultiver tout ça en mode buissonnant. Donc j'ai fait livrer du broyat que l'on peut voir aussi ici. Voilà, ici il y a du broyat. Donc ça, j'ai fait livrer à peu près 4 mètres cubes par une entreprise. Et pour ceux qui se posent la question de combien ça peut coûter, moi je l'ai payé 80 €. Bien, on retourne sur les planches de culture. Et voilà, j'ai étalé du broyat. Avant d'étaler le broyat, j'ai mis du film géotextile. Donc géotextile, ou parfois aussi un peu de bâche sur cette partie-là. C'est justement c'est de la bâche tissée, la partie que l'on voit là, ici, là. Parce qu'il ne me restait plus de géotextile, mais ça fait aussi très bien le job. Donc le géotextile permet d'éviter que les herbes puissent passer. Le broyat, ça me fait quelque chose de propre pour pouvoir marcher sans entretien, parce que avant j'avais de l'herbe, de la prairie qui poussait, et donc finalement il fallait que j'y passe la tondeuse de temps en temps pour pas que ça envahisse aussi les cultures. C'était du travail, c'était délicat aussi à passer entre les cultures. Là maintenant, en plus il y a de la bâche tissée. Je voudrais pas que la lame de ma tondeuse vienne et se prenne dans la bâche et tout me massacrer en fait mes bâches. Donc là, ce broyat, il a une double utilisation, c'est qu'il me sert en fait de paillage naturel, et il va se décomposer petit à petit en fait dans le temps. Et en se décomposant, il va me servir après, plus tard, quand il sera bien mûr, bien décomposé, comme amendement pour mes planches de culture. Et il faudra bien entendu, quand je vais le transférer sur mes planches de culture, après, plus tard, que je refasse un petit paillage donc avec du broyat. Mais ça va vraiment très très vite. C'est une matière qui est vraiment absolument pas lourde. C'est vraiment pas physique. Ça se fait très facilement à la pelle et à la brouette. Donc il y a vraiment zéro souci. Donc maintenant ici, on voit en fait une planche qui est donc pour l'instant la planche où il y a uniquement que les tomates en fait en terre. Donc ces tomates sont de la noire de Crimée et de la cœur de bœuf. Donc j'ai 7 noires de Crimée, 7 cœurs de bœuf, et comme je pouvais mettre 15 pieds de tomates, au milieu j'ai mis une Paola, une précoce. Ensuite, ce qui va arriver, on va se décaler un tout petit peu. Ce qui va arriver après, au milieu, ça va être les aubergines. Et ce qui va arriver après, un petit peu sur le côté droit, ça va être les poivrons. Et là, comme pour les autres cultures, j'ai du tuyau perlant qui passe en fait en dessous. Alors, pour l'instant, rectification, je n'ai pas encore installé le tuyau perlant parce qu'il faut que je fasse les trous pour les aubergines et pour les poivrons. Et donc ça va se faire normalement sur
vers le 15 mai, parce que les aubergines et les poivrons, j'attends encore, ils ont besoin encore plus de chaleur, surtout l'aubergine, que la tomate. Et une fois que tout sera planté, et ben avant de planter, bien entendu, et bien je vais y mettre donc les tuyaux parlants, tuyaux poreux en fait. Moi j'appelle ça du perlant. Et puis donc comme ça va m'arroser eh bien mes planches de culture, tout en évitant qu'il y ait une trop grosse consommation due par l'évaporation après. Et ça, ce sera grâce, donc, entre autres, à la bâche tissée. Et avec un arrosage, bien entendu, très modéré. Là, on a exactement la même chose ici, hein, sur la planche de culture pour les romas. Et ben ça, c'est déjà en place, il y a déjà le tuyau qui passe. Et là, c'est alimenté donc en flotte. Or, je laisse le robinet ouvert donc à peu près une quinzaine de minutes, ça perle. Et puis donc comme ça humidifie bien le sol. La bâche retient en fait l'humidité. Et vous avez vu, les plants se portent parfaitement bien. Alors par contre, ce qu'il a fallu que je fasse quand même au début, c'est que je vienne arroser tous les 2-3 jours régulièrement à l'arrosoir au pied pour aider en fait les racines à redémarrer. Là, donc on voit une structure avec du poteau, donc bois, autoclave, des pieds donc en alu galvanisé et toute la structure donc grillagée avec du fil de clôture qui passe. Bon, ça vous avez pu peut-être le voir dans la dernière vidéo qui concerne donc bien la plantation de ces tomates. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons les melons. Et les melons, c'est pas facile. Vraiment, les melons, c'est pas facile parce que finalement, ils galèrent le matin parce que le matin, je pense qu'il y a des températures qui sont un petit peu trop faiblardes pour eux. Là, ils sont en terre déjà depuis un moment et ils sont pas vraiment bien développés. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc les melons en dessous, ça rame. C'est compliqué pour eux. Franchement, c'est pas facile. Donc, on s'accroche. Et je pense que vraiment que le facteur limitant, c'est les températures qui sont trop basses. Ici, en Dordogne, dans ma vallée de l'Isle, le matin, et qui freinent en fait la croissance. Et puis aussi, ils se sont pas mal fait bouffer en fait les feuilles par ces petits insectes voraces. Dès qu'ils voient arriver une culture toute jeune, eh bien donc ils se jettent dessus et bouffent vraiment les feuilles. C'est normal, c'est les premières cultures de l'année, donc voilà. Chacun doit manger et donc du coup c'est pas facile pour les melons. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait du melon, c'est super aléatoire le melon, c'est jamais la même chose, franchement. Donc là pour l'instant, j'en tire pas des conclusions hâtives, sauf que finalement ça rame un petit peu. À présent ici, on est face à la planche qui reçoit en culture les courgettes. Donc oui, c'est une planche aussi donc de 10 mètres. Alors vous devez vous dire, celui-ci il est fou. 10 mètres de courgettes, c'est énorme. Alors oui, c'est quand même pas mal. Il va y avoir en tout 9 pieds. Là pour l'instant il y a 5 pieds. Il y a des semis aussi qui sont encore à lancer pour avoir une culture décalée. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour les personnes qui débutent, quand vous voyez dans des vidéos des personnes qui cueillent des courgettes énormes, moi, franchement, des courgettes énormes comme ça, moi, c'est pour les poules. Moi, je les mange pas. C'est rempli de flotte, ça vaut rien du tout. Donc, voilà, c'est vraiment des courgettes qui sont oubliées. Il n'y a rien à valoriser en montrant des courgettes énormes. Donc, les courgettes, ça se cueille normalement avec une taille assez modérée. Et là, on voit un pied. Donc, il n'y a pas encore de floraison, mais ça ne devrait pas tarder. Donc oui, je disais, les courgettes, ça se cueille avec une taille modérée. Plus on les cueille plus petites, pour moi, pour mon avis perso, moins il y a de graines, plus la chair est ferme, une meilleure tenue, donc à la poêle, on a un légume croquant qui ne se transforme pas en purée. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et l'avantage avec les courgettes, justement, c'est que, eh bien, on peut cueillir en fait le légume à différents stades d'avancement. Et par exemple, eh bien, on peut très bien imaginer que quand on est au début de culture,
qu'on n'ait pas suffisamment donc de courgettes sur les pieds, et dans ce cas-là, les laisser grossir un petit peu. On va obtenir donc une courgette moyenne, et ça, ce sera donc satisfaisant, un bon compromis. Et puis quand la culture va vraiment exploser, eh ben, tous les jours, il va falloir venir récolter en fait de la courgette. Puis la courgette, eh ben, ça peut très bien se congeler. On peut les couper en fait en rondelles, les passer un petit peu au four pour évacuer en fait la flotte, et puis après faire de l'empilage avec du papier sulfurisé, et on met tout ça au congélateur. Et quand on met ça au congélateur pendant 24 heures, après, eh bien, on les ressort. Et bien finalement, elles sont congelées, on peut les ensacher et elles ne se collent pas les unes aux autres. Après, eh bien, quand on vient en fait les retirer du congélateur tout simplement parce qu'on en a besoin pour faire une ratatouille, une poêlée de courgettes ou autre chose. Donc bien entendu, essayer de manger les légumes du jardin toujours quand ils sont frais, c'est toujours mieux. Parce que là, la congélation, c'est pas de la surgélation. Hein. Donc c'est encore différent. Hein. Ça perd quand même en nutriments. Hein. Donc voilà, il y a des pieds qui vont encore arriver plus tard, 4 pieds, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait les semis. Et ça me permettra d'avoir une culture décalée. Bon, et là, ici, j'ai encore une petite planche, en fait ronde, qui doit avoir un diamètre à peu près de 2,50 m, 3 mètres, et qui concerne en fait une petite culture d'oignons jaunes. Si on s'est rendu compte finalement qu'on avait fait la même quantité d'oignons que les années précédentes, alors que là, on vise en fait beaucoup plus de préparation de pas pour la stérilisation, donc plus de transformation. Et comme l'oignon est un ingrédient quand même de base dans certaines préparations, bah finalement j'ai fait donc une plantation d'oignons un petit peu plus tardif, avec au moins 1 mois et demi de décalage par rapport aux autres. Autre plantation qui se trouve dans les carrés potagers et qu'on va aller donc voir à présent. Ici j'ai des semis, 2 œillets d'Inde, 2 capucines et encore 4 plants de salade à planter. Là j'ai les pommes de terre qui sont en attente, que je vais planter comme je vous ai dit, du côté où il y a les palissades, et bien à côté des concombres. Ici nous avons l'emplacement de culture à proximité du garage ouvert que j'appelle moi le carport. Et ça, ce sont les framboisiers. Ici, nous avons un petit carré potager avec des fraisiers. Donc là, c'est du repiquage de stolons, des fraisiers qui sont dans la fraiseraie de l'autre côté, dans les carrés potagers. Ah, nous avons la ciboulette, ça y est, voilà, ciboulette, comme d'habitude, je n'arrive pas à gérer. Elle monte en fleurs, bah c'est pas grave, ça fait des belles fleurs, c'est joli. Moi je trouve ça sympa et ça va se ressemer tout seul. Là, il y a le persil qui, avec le vent et le soleil qui a tapé un petit peu, le terreau en surface est un petit peu asséché, mais vous voyez, j'ai toujours l'arrosoir qui est à proximité. Ce persil dans son début de culture, là, il faut quand même pas mal l'arroser. Le sol pleureur qui est très beau encore cette année. Et à présent, on va se diriger vers les carrés potagers. Et puis aussi de la serre mobile. Vous allez voir ce qui reste aussi dans la serre mobile. Donc là, j'ai une petite bande là avec quelques végétaux. Abélia, encore de l'érable du Japon. J'ai de l'agora, j'ai des graminées. J'ai un bouleau pleureur qui n'avait pas été greffé et donc dont j'ai coupé la tête. Et depuis que j'ai coupé la tête, bien sûr il arrête de monter, puis là ses branches commencent déjà à redescendre. Là on a la serre mobile. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la serre mobile? Voyons voir, voyons voir. Eh ben on a les poivrons et on a les aubergines. Et regardez comment c'est beau tout ça. Alors on va en prendre un pour voir. Attention, ça va bouger un peu. Voilà un beau plant d'aubergine. On va prendre à côté un plant de poivron.
Regardez ça. Regardez ça. Ça aussi, c'est pas magnifique, hein? Alors, un beau plant de poivron jaune d'Asti. Il va falloir un petit arrosage. C'est ça, ça sèche vite là-dedans, hein. Vous voyez, donc là, il y a aussi donc, le basilic, si vous avez vu la vidéo, et bien donc du repiquage. Vous voyez que le basilic, eh ben, il a déjà bien pris, hein. Puis je peux vous assurer qu'il sent vraiment super bon. Là-bas dans le fond, on a les melons. Et là, les melons, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il y aura une première belle feuille comme ça de former, bien partout, et ben je vais les mettre en terre direct. Je ne vais pas attendre. Et là-bas, qu'est-ce que nous avons? Là-bas, nous avons encore donc des tomates. Et puis derrière les tomates, on va aller regarder ce qu'il y a. Derrière les tomates, eh bien, il y a des semis de potimarron et de butternut. Et il reste encore quelques melons que j'avais en réserve. Et maintenant, on s'approche des carrés potagers. Alors, carré potager, qu'est-ce qu'on a? Là, le premier caisson, on a du radis, du poireau et encore du radis. Vous voyez les poireaux? Ils sont quand même pas mal, hein? Donc là, ça aura besoin d'un peu d'arrosage et tout ça, parce que vent plus le soleil, ça assèche quand même beaucoup. Ici, ça a été un premier semis de haricots verts. Alors là, ça a été très compliqué pour eux, parce que les pauvres, dès qu'ils sont sortis, ils se sont fait bouffer. Donc j'ai pas eu le choix, à un moment donné, il a fallu que j'y mette de l'anti-limace, et même avec l'anti-limace, ils se sont quand même encore fait bouffer. Donc ce que j'ai fait, c'est toujours ce que je fais d'ailleurs quasiment à la première plantation des haricots, eh bien je refais un lit de semis juste au pied. Donc ça va me les doubler, ce sera un peu plus dense, mais c'est pas grave, ça va trouver sa place, et normalement ça devrait permettre de pouvoir avoir suffisamment de haricots sur ce carré. Ça fait une petite culture décalée au sein même de la culture, vous voyez, si on peut dire. Ici, il y a des carrés qui sont donc en attente. Il va y avoir du semis de haricots dans ce carré et dans celui-ci. Et là, vous voyez, qu'est-ce que l'on voit ici, là, quand j'arrive, je vois des pousses là. Ça, ce sont encore des écureuils qui m'ont planté des noyers. Donc ça, il faut absolument que je les enlève. Voilà. On voit la noix pour ceux qui ne l'ont jamais vue encore. Et un deuxième. Voilà, j'ai pas réussi à l'avoir. Il faut que j'aille le chercher. Voilà, là j'ai la noix, mais j'ai pas le pivot. Voilà, j'ai réussi à avoir le pivot. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a les salades. Et on a les tomates Paola qui poussent dans les manchons là. Franchement super bien. Il faut que je les enlève d'ailleurs les manchons, parce que là maintenant la température est vraiment correcte. Ça peut s'épanouir. Donc là à la fin de la vidéo, là je pense que je vais enlever les manchons. Il faut que je vérifie juste avant les températures, ce que ça dit, mais normalement c'est bon. De toute façon les autres, les cœurs de bœuf et noir de Crimée, c'est pas sous manchon, et ça va s'en sortir, j'espère. Là il y a la casquette qui protège un petit peu plus. Donc ça c'est les Paola, c'est les précoces, hein. Et derrière en fait il y aura de la betterave et de la blette. Là ici c'est donc la petite fraiseraie. Alors il y a 3 variétés de fraises. Je sais qu'il y a de la sifflorette, je sais qu'il y a de la gariguette, et puis j'ai oublié en fait, j'ai oublié une autre. Donc il y a des fraises hein, déjà. Alors ici j'ai les oignons. Donc il y a 3 variétés d'oignons différentes. Alors il y a du jaune,
Qu'est-ce qu'il y a? Le Sturon et le Stuttgarter, je sais pas si je prononce bien. Donc là, de toute façon, il va falloir que j'enlève, en fait, vous voyez, donc il y a longtemps que les tunnels, ils sont déjà repliés hein, pour les oignons. Mais il faut que je les enlève carrément parce qu'il faut que j'essaye de préserver la bâche au maximum, donc en fait, des UV. Donc ça, à la fin de la vidéo, c'est pareil, j'enlève ça. Donc voilà, on a fait le tour. Bon ben voilà les amis, cette vidéo se termine. Il me reste plus qu'à vous dire ben, la prochaine vidéo pour un tour d'horizon du potager de pâtes. Et ça se fera dans un mois. Donc on sera très certainement sur fin mai, début juin. Et on verra comment tout ça a évolué. Bon ben je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine.